Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français, je m'appelle Arthur. Découvrez mon site internet aufonddelaclasse.com pour des conseils de méthode et d'organisation et des cours sur les œuvres au programme. Le lien dans la bio du podcast, aufonddelaclasse.com. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que les lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny développent une critique de l'hypocrisie sociale et de la religion. Dans cet épisode, on va entrer dans le cœur de la critique sociale des lettres d'une péruvienne. On va voir comment Zilia, lettre après lettre, construit une analyse de la société française qui est fondée sur un constat central, l'écart entre ce que les Français montrent et ce qu'ils sont réellement. On l'a déjà évoqué un petit peu dans l'épisode précédent. La critique de Zilia, comme on l'a déjà dit d'ailleurs, ne part pas de positions abstraites formulées d'emblée comme des thèses. La critique de Zilia, bien au contraire, émerge de l'observation, lente, progressive, honnête. Et c'est ce qui la rend convaincante. La première formulation apparaît à la lettre 16, qui est encore prudente, encore au conditionnel. Je vous cite le texte. « En général, je soupçonne cette nation de n'être point telle qu'elle paraît. L'affectation me paraît son caractère dominant. » L'affectation, ça veut dire le fait de faire semblant. Ici, le verbe soupçonner dit la réserve. Zilia n'affirme pas encore, elle formule une hypothèse. Elle voit quelque chose, elle se rend compte de quelque chose, mais elle refuse pour l'instant de conclure avant d'en savoir davantage. On est encore dans la méthode prudente qu'on a vue depuis le début du roman. Mais les lettres suivantes vont transformer ce soupçon en certitude. Et à la lettre 20, la formule devient beaucoup plus tranchante. Zilia a été trompée par l'apparence dorée des meubles de la maison d'Éterville, et elle en tire une métaphore qui dit tout. Je vous la cite. Leurs vertus n'ont pas plus de réalité que leur richesse. Les meubles que je croyais d'or n'en ont que la superficie. Leur véritable substance est de bois. De même qu'ils appellent politesse à tous les dehors de la vertu et cachent légèrement leurs défauts. La métaphore des meubles dorés, elle est très importante, et elle est d'autant plus importante qu'elle vient d'une expérience concrète de Zilia. Elle a vraiment cru que ces meubles étaient en or, comme les ornements du temple du soleil qu'elle connaissait, qui sont en or massif. Et l'apparence l'a donc trompée. Et c'est précisément parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle n'a pas grandi dans cette société, qu'elle voit ce que les Français ont cessé de voir. La dorure sur le bois, la politesse sur le vide. Et la lettre 32 pousse cette critique plus loin encore, et elle est particulièrement intéressante parce qu'elle révèle le mécanisme de l'hypocrisie sociale, et pas seulement ses effets. Zilia décrit là les devoirs que Céline et elle rendent en ville. Entrer dans le plus grand nombre de maisons possible, échanger des compliments sur les robes, les visages, les agréments de chacune, etc. Et elle observe aussitôt le revers de ces éloges. Elle dit ceci. « Dès que l'on disparaît, on prend une autre forme. Les agréments que l'on trouvait à celle qui sort ne servent plus que de comparaison méprisante pour établir les perfections de celle qui arrive. » Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, que la médisance est le revers obligé de la politesse. Sitôt qu'on tourne le dos, l'éloge devient dénigrement, mépris. Et c'est là que Zilia fait preuve d'une vraie finesse. Elle ne condamne pas les individus, elle condamne un système. Parce que, dit-elle, tel qui pense bien médit d'un absent pour n'être pas méprisé de ceux qui l'écoutent. Ce n'est donc pas le vice, en fait, qui est premier, c'est la peur du ridicule. Et on médit parce qu'on a peur de ne pas médire. C'est la pression sociale qui fabrique le vice, et non pas la nature des individus. Et la lettre se clôt sur une image que Françoise de Graffigny construit comme une maxime, c'est-à-dire une formule brève, symétrique, définitive, écrite au présent de vérité générale. Je vous la cite. « Ainsi que leurs jouets de l'enfance, ils n'ont comme eux qu'une ressemblance ébauchée avec leur modèle, du poids aux yeux, de la légèreté au tact, la surface coloriée, un intérieur informe, un prix apparent, aucune valeur réelle. » Le jouet, vous voyez là, c'est l'emblème parfait de la France selon Zilia. Il est brillant en apparence,
mais creux à l'intérieur, sans valeur réelle. Aucune valeur réelle, dit Zilia dans sa lettre. Cette formule, elle est construite comme des maximes de La Rochefoucauld ou de La Bruyère, les grands moralistes, comme on dit, du XVIIe siècle, qui épinglaient les vices humains par des formules lapidaires comme celle-là. D'une certaine manière, Françoise de Graffigny s'inscrit ici dans cette tradition, et elle le fait dire à une péruvienne, ce qui est évidemment encore quelque chose d'autre. La critique de la religion, que je vous annonçais au début, suit exactement le même schéma que celle de la sociabilité, de la vie sociale, de l'hypocrisie sociale. C'est toujours le même écart entre la proclamation et la vraie pratique. On a vu dans l'épisode précédent comment le jésuite s'effondre entre la première et la deuxième visite. La lettre 22 en tire maintenant la leçon générale, dans un raisonnement qui est d'une logique implacable. Je vous le cite. De la façon dont il m'a parlé des vertus qu'il prescrit, elles sont tirées de la loi naturelle et en vérité aussi pures que les nôtres. Mais je n'ai pas l'esprit assez subtil pour apercevoir le rapport que devraient avoir avec elles les mœurs et les usages de la nation. J'y trouve au contraire une inconséquence si remarquable que ma raison refuse absolument de s'y prêter. Le raisonnement, vous voyez là, est très simple, c'est sa force d'ailleurs. Si la religion, on peut le résumer comme ça, si la religion prescrit des vertus conformes à la loi naturelle, et Zilia l'admet volontiers, elle dit même que ces vertus sont aussi pures que les nôtres. Alors pourquoi les mœurs françaises sont-elles si éloignées de ces vertus naturelles ? Eh bien, la réponse est dans la question. La religion, en France, est une façade de plus, une dorure supplémentaire sur le bois, dont on a parlé avant par cette métaphore du meuble. Et il faut noter la précision du raisonnement de Zilia. Elle ne critique pas le christianisme en tant que tel. Elle dit d'ailleurs qu'elle l'embrasserait volontiers, le christianisme, si elle était sûre que le jésuite lui en avait fait ce qu'elle appelle une peinture véritable. Ce qu'elle refuse, c'est l'institution, celle qui prêche la tolérance et qui, en réalité, pratique la condamnation, celle qui, à l'extérieur, vante l'humilité et qui, en réalité, affiche l'arrogance. La critique est chirurgicale, elle sépare la foi de ceux qui la pratiquent, la religion de l'Église qui l'instrumentalise. Et dans cette critique-là, Zilia dit quelque chose de très courant chez les philosophes des Lumières, que beaucoup de philosophes des Lumières pensaient, mais ici, c'est une péruvienne qui le dit. Et elle peut évidemment le dire plus librement qu'un philosophe français, mais aussi avec son regard naïf, avec beaucoup plus de force. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de la critique de l'hypocrisie sociale et de la religion dans les lettres d'une péruvienne. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao! You lay there on the kitchen floor.